Nous sommes actuellement à un moment que l'on peut résumer ainsi. La Chine parie, pas sur un seul projet, mais sur tout un écosystème. Sur la masse industrielle, sur la rapidité et sur la montée en puissance. Et c'est ce qui rend la chose intéressante. Parce que ce qui se passe là-bas en ce moment a moins à voir avec une victoire ponctuelle et plus avec la création de chaînes d'approvisionnement et de cycles de lancement. Un petit aperçu. En plus des programmes gouvernementaux, une véritable vague d'entreprises de fusées semi-privées émerge en Chine, qui ont tout un point commun. Beaucoup s'inspirent de ce que SpaceX a montré et adaptent précisément les éléments qui ont du sens sur les plans technologiques et économiques. Cela signifie que les moteurs au méthane et à l'oxygène liquide deviennent populaires. Des classes de charge utiles plus importantes sont visées et la réutilisabilité figure sur les feuilles de route. Parfois un peu plus écologique que chez SpaceX, parfois étonnamment copié directement, parfois sous forme hybride, entre le design de la Falcon 9 et celui du Starship. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Voici quelques noms à retenir. Landspace est l'une des entreprises les plus visibles. Tout aussi importants sont Galactic Energy, iSpace, Space Pioneer, Deep Blue Aerospace et Lynx Space. Certaines sont entièrement privées et d'autres travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et des partenaires d'État. Cela donne un modèle hybride très chinois, une rapidité propre à l'économie de marché combinée à un soutien politique. Qu'est-ce qui ressort en ce moment? Trois choses. Premièrement, l'itération plutôt que la perfection. Les startups font voler leurs engins tôt, souvent et au vu de tous. Les erreurs font partie du développement, ce n'est pas sa fin. C'est une culture qu'on associait, jusqu'à présent, plutôt aux États-Unis. En Chine, elle émerge aussi maintenant, même si les conditions politiques sont différentes. Cela accélère les choses. Deuxièmement, la standardisation et la mise à l'échelle. Il ne s'agit plus seulement d'un prototype cool. De nombreuses équipes construisent des lignes de production, des étages supérieurs modulaires et des réservoirs standardisés. C'est important si l'on veut vraiment réduire le coût par lancement. Troisièmement, le mélange technologique. Certaines entreprises misent beaucoup sur les moteurs au méthane et à l'oxygène liquide. D'autres améliorent les modèles classiques au RP1. En matière de réutilisation, tout existe. Des premiers étages atterrissant verticalement jusqu'aux expériences d'étages supérieurs réutilisables. Et oui, certains designs semblent avoir été passés au filtre SpaceX. Beaucoup d'équipes alignent cette inspiration au savoir-faire local et à leur propre savoir-faire de fabrication. La politique et l'argent jouent un rôle clé. Les programmes de soutien de Pékin, les subventions provinciales et les chaînes d'approvisionnement militaires maintiennent de nombreux projets en vie, même si les commandes commerciales n'affluent pas encore en grand nombre. En même temps, cela signifie que les étapes techniques sont célébrées politiquement, ce qui crée de la pression, mais fournit aussi des ressources. Quels sont les risques? Eh bien, les habituels. Des erreurs de lancement et de test, comme lorsque Space Pioneer a effectué un test de mise à feu statique de leur premier étage pour la fusée Tianlong 3 et que la fusée a décollé involontairement. Les pénuries chez les fournisseurs doivent aussi être prises au sérieux actuellement. Et trouver l'équilibre entre la qualité et la rapidité est également d'une importance capitale. En plus, il y a aussi des incertitudes réglementaires. L'écosystème spatial chinois est en mouvement, et les règles pour les lanceurs privés sont encore un patchwork. Les entreprises peuvent vivre grâce à une subvention provinciale ou être freinées par un changement de réglementation. Un mot rapide sur des sujets plus vastes. La Chine a des plans d'infrastructure ambitieux. Cela va d'une activité orbitale accrue à l'initiative conjointe ILRS avec la Russie. La question n'est pas seulement de savoir qui vole le plus, mais plutôt qui construit la logistique, les dépôts, les infrastructures au sol et de lancement qui rendent possible une présence permanente. Et c'est précisément là que de nombreux acteurs chinois investissent discrètement. Pourquoi devrions-nous en tenir compte? Parce qu'un modèle alternatif est en train de se former ici. Ce n'est pas une copie exacte, rien à voir avec les méthodes occidentales, mais un mélange bien à elle de planification étatique, d'entrepreneuriat privé et d'une rapidité extrême. Si cela fonctionne, cela changera le calcul géopolitique. Des lancements fréquents, des coûts bas et une production locale font que le spatial n'est plus le domaine de quelques nations seulement. En observant de près la scène des lanceurs privés en Chine, on constate rapidement, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des gagnants, il y a des entreprises en difficulté,
et il y a des sociétés qui apprennent à peine à quel point l'industrie spatiale est vraiment brutale dans la pratique. Commençons par le nom le plus connu, Landspace. Landspace est en quelque sorte la réponse chinoise à l'objectif de développement initial de SpaceX. Leur priorité est clairement le Metalox. C'est donc exactement la voie des carburants que SpaceX a emprunté avec Raptor et Starship. La fusée Suke 2 est en fait la véritable pierre de touche. Après un échec lors du premier vol, Landspace a persévéré, a apporté des améliorations et a finalement réussi sa mise en orbite. L'essentiel n'est pas le succès en soi, mais la courbe d'apprentissage. Landspace a montré qu'ils peuvent absorber les erreurs, adapter le matériel et revoler. C'est la qualité la plus importante dans ce métier. En décembre 2025, ils ont lancé leur nouvelle Suke 3. Le lancement a été un succès, mais l'atterrissage propulsif n'a pas fonctionné comme prévu. Le freinage de rentrée du booster a réussi. Mais lors du démarrage de l'allumage pour l'atterrissage, quelque chose a mal tourné. Cela a conduit à ce que l'étage supérieur prenne feu et s'écrase sans aucun freinage juste à côté de la zone d'atterrissage désignée. La précision ici est tout à fait remarquable. Si cette vidéo t'apporte déjà quelque chose, appuie sur le bouton Hype si tu l'as. Sinon, un like, un abonnement ou un commentaire aident énormément la chaîne. L'algorithme décidera dans les prochains mois s'il va continuer à diffuser cette vidéo ou non. Tu participes à cette décision, merci. Et on continue. Ensuite, il y a Galactic Energy. Galactic Energy semble plus conservateur à première vue. La Series 1 utilise des carburants classiques. Elle est petite, fiable et vole relativement régulièrement. Ce n'est pas un moment Starship, mais plutôt l'équivalent chinois des premières années d'Electron de Rocket Lab. Moins de vision, plus de flux de trésorerie. Et c'est exactement ce qui rend l'entreprise dangereusement compétitive. Ils volent souvent, ils livrent des charges utiles et ils gagnent la confiance des clients. En parallèle, ils travaillent sur des lanceurs plus grands, mais sans se disperser. iSpace est le contre-exemple. De grandes ambitions, des calendriers agressifs, mais plusieurs revers. Les échecs de lancement avec la série Hyperbola ont été particulièrement douloureux. iSpace voulait parvenir rapidement à la réutilisabilité, mais l'exploration spatiale ne tolère aucun raccourci. L'entreprise existe toujours, elle continue de travailler, mais c'est un bon exemple que copier SpaceX ne signifie pas automatiquement adopter la cadence de SpaceX. Space Pioneer est très passionnant. Ici, ça devient intéressant, car Space Pioneer expérimente très ouvertement avec des architectures similaires au Falcon 9, de grands premiers étages, des moteurs groupés en grappes, des objectifs clairs de réutilisation. Leur fusée Tianlong est ambitieuse, peut-être même trop ambitieuse pour le niveau de maturité actuel, comme nous l'avons vu dans cet échec. Mais ce sont précisément ces entreprises qu'il faut surveiller. Non pas parce qu'elles réussiront à coup sûr, mais parce qu'en cas de succès, elles pourraient évoluer très rapidement. Il y a ensuite Deep Blue Aerospace. Deep Blue se concentre fortement sur les techniques d'atterrissage vertical. L'entreprise teste des véhicules suborbitaux réutilisables et acquiert précisément de l'expérience dans un domaine où la Chine était longtemps moins performante. Un contrôle précis lors de la rentrée et de l'atterrissage. Cela rappelle fortement la phase Grasshopper de SpaceX. Pas encore de vol orbital, mais un travail de base précieux. Ce que l'on constate chez toutes ces entreprises, les échecs au lancement ne signifient plus la fin d'une carrière. En Chine, ils sont de plus en plus acceptés comme faisant partie du processus. C'est nouveau. Il y a 10 ans, un échec spectaculaire au lancement aurait été politiquement presque inacceptable. Aujourd'hui, il est analysé, mis en perspective et on continue d'avancer. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on remarque quelque chose d'important. Au final, ce n'est pas le rendu qui décide, mais le matériel. On parle sans cesse de moteurs à méthane, de manœuvres d'atterrissage, de réutilisabilité. Mais cela reste souvent très abstrait. C'est pourquoi j'ai fabriqué quelque chose qui rend toute cette discussion concrète. Voici un modèle imprimé en 3D d'un moteur Raptor 3 de SpaceX. Il est imprimé sur une imprimante Prusa. Lorsqu'on a une telle pièce physiquement devant soi, on comprend vraiment à quel point la technologie spatiale moderne est devenue incroyablement complexe. Des canaux de refroidissement, des conduites, des turbopompes, des géométries délicates. Des choses qui, autrefois, n'étaient fabriquées que dans des usines hautement spécialisées, peuvent aujourd'hui être posées directement sur la table comme objet de démonstration. Et c'est exactement ce qui rend Prusa si fascinant pour moi. Des imprimantes 3D fiables et précises, avec lesquelles on peut non seulement expliquer la technologie, mais aussi la rendre vraiment visible et compréhensible. Pour l'éducation, pour le prototypage, pour le modélisme,
ou tout simplement pour faire passer l'exploration spatiale de la théorie à la réalité. Je mets le lien de l'imprimante Prusa et du modèle ci-dessous dans la description. Mais revenons à l'exploration spatiale chinoise. Un mot sur les chiffres, car ils sont essentiels. La Chine a considérablement augmenté la fréquence de ses lancements ces dernières années. En 2023 et 2024, il y a eu nettement plus de 60 lancements orbitaux chaque année. Pour l'instant, 2025 s'annonce à nouveau dans le même ordre de grandeur, avec une part croissante de missions commerciales. La tendance est claire, la Chine lance non seulement beaucoup, mais de plus en plus souvent avec de nouveaux systèmes de lancement. C'est risqué sur le plan technologique, mais stratégiquement judicieux. Parallèlement, la Chine exploite sa propre station spatiale, la Tiangong. Elle est plus petite que l'ISS, mais elle est entièrement fonctionnelle et occupée en permanence. Ce qui importe ici, ce n'est pas tant la taille, mais l'indépendance. Tiangong est un banc d'essai pour l'exploitation à long terme, les vols de ravitaillement et la rotation des équipages. C'est précisément ce savoir-faire qu'il faudra plus tard pour la Lune ou une infrastructure cislunaire. Et cela nous amène au grand projet, l'ILRS, la Station internationale de recherche lunaire que la Chine prévoit conjointement avec la Russie, n'est pas une simple copie d'Apollo. Elle est conçue sur le long terme, modulaire, construite par étapes et préparée par des missions robotiques. Beaucoup de choses en sont encore au stade de concept et de rendu. Mais l'intention politique est claire. La Chine ne veut pas simplement atterrir. La Chine veut rester. Ils sont aussi l'une des forces motrices les plus importantes derrière Artemis. Si l'on met tout cela ensemble, on obtient une image claire. La stratégie spatiale chinoise ne repose pas sur un grand projet de prestige, mais sur la diversité. De nombreuses entreprises, de nombreuses approches, de nombreux lancements. Certaines échoueront, mais celles qui resteront formeront un écosystème qui pourra rapidement changer d'échelle. Si l'on compare la stratégie spatiale de la Chine à celle des États-Unis, une différence fondamentale saute aux yeux. Les États-Unis misent actuellement beaucoup sur quelques acteurs extrêmement dominants. Avant tout SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starship. Ce n'est pas un écosystème, c'est un monolithe avec une puissance énorme. Si cela fonctionne, l'avance sera gigantesque. Si cela échoue, il y a peu de redondance. Si cela fonctionne, la Chine prend délibérément le chemin opposé. Pas une seule entreprise, fusée ou rupture architecturale, mais de nombreux chemins parallèles. Landspace, Galactic Energy, Space Pioneer, Deep Blue et iSpace. Ils sont en concurrence les uns avec les autres, se copient mutuellement et apprennent collectivement en même temps. C'est inefficace dans le détail, mais extrêmement robuste au niveau du système. Le prix à payer est évident. La Chine ne dispose actuellement d'aucune fusée pouvant rivaliser avec la maturité opérationnelle d'une Falcon 9. La réutilisation n'existe jusqu'à présent presque exclusivement que sur le banc d'essai ou lors de démonstrations suborbitales. Il n'existe aucune fusée chinoise qui décolle, atterrit et redécolle semaine après semaine. Il n'existe aucune entreprise chinoise faisant du spatial une production industrielle en série, du moins pas opérationnellement. Alors que SpaceX mise tout sur un seul saut technologique massif sur Terre, avec Starship, la Chine mise sur l'évolution. Des fusées plus grandes, une réutilisation progressive, une fréquence de lancement plus élevée, plus d'expérience opérationnelle. L'objectif n'est pas la solution spectaculaire. L'objectif est le contrôle de la capacité de lancement, de la logistique et de la cadence. Et cela nous amène aux faiblesses structurelles de cette approche. Premièrement, l'assurance qualité. Beaucoup d'entreprises impliquent de nombreuses chaînes d'approvisionnement. Cela augmente la probabilité de défaut en série. 2. Transparence. Les échecs de lancement sont certes plus acceptés qu'auparavant, mais les causes, les modifications de conception et les véritables leçons tirées sont souvent difficiles à comprendre de l'extérieur. 3. Confiance internationale. Les clients occidentaux restent encore réservés vis-à-vis des lanceurs chinois, à cause notamment des contrôles à l'exportation, ITAR et risques politiques. Mais la Chine compense précisément cela avec quelque chose que l'Occident sous-estime de plus en plus, un gigantesque marché intérieur. Satellites chinois, constellations chinoises et charges utiles militaires et civiles chinoises. Même si aucun client occidental ne fait appel à eux, ces entreprises ont suffisamment de travail pour survivre, apprendre et se développer. Et leur station spatiale Tiangong n'est pas spectaculaire, mais elle est là. Elle fonctionne. Elle oblige la Chine à effectuer des lancements réguliers, des missions habitées, des procédures d'urgence et une logistique d'approvisionnement.
C'est précisément cette routine qui déterminera plus tard le succès ou l'échec des architectures lunaires. Dans le contexte de l'ILRS, cela devient particulièrement pertinent. La station internationale de recherche lunaire prévue n'est pas une victoire rapide, mais une construction à long terme. D'abord robotique, modulaire, avec alimentation en énergie, communication et logistique au centre de l'attention. Ce n'est pas le moment de planter un drapeau, mais d'établir une présence. Et c'est exactement pour cela que l'approche chinoise a été pensée. La question principale n'est donc pas: la Chine possède-t-elle un Starship aujourd'hui? La question est: la Chine en a-t-elle vraiment besoin? Car si la Chine dispose dans 5 à 10 ans de plusieurs fusées de taille moyenne, partiellement réutilisables, qui décollent de façon fiable, fréquemment et à moindre coût, alors il est possible de construire une infrastructure sans avoir besoin d'un saut géant unique. Peut-être plus lentement, mais de façon stable. Et c'est là le véritable pari. Les États-Unis misent sur la rupture. La Chine mise sur la capacité de persévérer. Les deux peuvent fonctionner. Les deux peuvent échouer. Mais ce sont des philosophies totalement différentes. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les startups chinoises de haut. Beaucoup vont disparaître, certains vont fusionner, mais les rares qui resteront ne seront pas une copie chinoise de SpaceX. Ils deviendront quelque chose de propre à eux, façonné par le soutien politique, une fréquence de lancement élevée et un marché qui ne demande pas des effets d'annonce, mais de la fiabilité. Si l'on prend tout cela ensemble, donc les startups chinoises, le soutien de l'État, la station spatiale, l'ILRS et la fréquence de lancement en hausse, alors il devient assez vite évident: la Chine n'essaie pas actuellement de dépasser l'Occident. Ils veulent montrer qu'ils sont une puissance mondiale, indépendant des services de lancement occidentaux, indépendant des chaînes d'approvisionnement géopolitiques et indépendant du fait que SpaceX fonctionne ou non. C'est particulièrement intéressant en ce qui concerne la défense et la souveraineté. Et c'est là que réside le véritable danger pour l'Occident. Ce n'est pas une seule fusée, ni un test spectaculaire, mais la masse d'itérations qui représente le danger. De nombreux lancements, de nombreux échecs et de nombreuses petites améliorations. Pas de héros, pas de solution miracle, pas de moment façon Elon. Mais plutôt une conquête spatiale industrielle à la chaîne. Les États-Unis misent tout sur la vitesse et la disruption. Cela peut fonctionner. Starship peut tout changer ou échouer. La Chine, en revanche, accepte que le chemin soit plus long, mais contrôlable. Le but n'est pas de faire le saut le plus rapide. Le but, c'est d'être encore là à la fin, quand les autres auront vu trop grand. Et l'Europe? L'Europe est entre les deux et hésite. Est trop étatique pour de véritables itérations, trop politique pour une réelle prise de risque, trop fragmentée pour une puissance industrielle. Pendant que la Chine expérimente et que les États-Unis montent en puissance, l'Europe débat des compétences. La vérité dérangeante, c'est que le spatial est de retour dans la géopolitique, pas comme symbole, mais comme infrastructure. Celui qui peut lancer détermine le rythme, la cadence et les dépendances. Celui qui ne le peut pas devient client ou spectateur. Le pari de la Chine ne porte donc pas sur la meilleure fusée. C'est un pari sur l'endurance, les courbes d'apprentissage et un marché assez vaste pour tolérer les erreurs. Voilà pourquoi il faut prendre ces entreprises au sérieux en tant que système. Si tu as apprécié ces analyses, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires si tu trouves l'approche de la Chine intelligente ou trop lente pour cette nouvelle ère spatiale. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniquen. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Paraspera, Ad Astra. La présence qui rend possible la présence constante.